Allez-y. Bonjour. Je m'appelle Marc Brumans. Je suis conférencier pour le regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec. Je suis également membre du collectif scientifique sur la question du gaz de schiste au Québec. Ça fait déjà depuis 6 ans que je m'intéresse à la question des hydrocarbures. Et j'estime que c'est en mon devoir de vous alerter sur ce qui se passe présentement au sein du gouvernement, qui essaie d'introduire en douce le projet de loi sur les hydrocarbures, qu'on appelle aussi le projet de loi 106. Comme en toute chose, on peut toujours élargir le sujet. Moi, je vais simplement quand même faire un retour sur ce qui s'est passé lors de ce qu'on appelle la saga du gaz de schiste. En ce qui concerne la loi sur les hydrocarbures, elle a toujours un peu flotté. Là, je vais en parler un peu plus précisément. À quel moment les politiciens s'en sont servis en quelque sorte. Ensuite, je vais parler du territoire de Trois-Rivières. Nous sommes présentement à Trois-Rivières, donc je vais parler de ce qu'il en est en ce qui concerne le territoire de Trois-Rivières. Est-ce que Trois-Rivières est sous permis ou non? Je vais vous l'exposer. Ensuite, parler du projet de loi 106, quelques articles. Je ne suis pas un spécialiste du droit, mais je vais au moins vous présenter les articles les plus importants. Il y a eu des amendements dernièrement, le 29 septembre, et je vais parler des réactions à la fois au projet de loi et aux amendements qui ont été apportés le 29 septembre. Si j'ai le temps, je parlerai de quelques projets d'hydrocarbures, si vous êtes intéressés, que ce soit le projet Énergie-S ou d'autres projets, autant au Canada qu'au Québec. Donc, en ce qui concerne le gaz de schiste, il faut quand même noter qu'il y a vraiment eu un réveil citoyen, surtout en 2010 et 2011. Et si on regarde le début, on pourrait dire que c'est à l'été 2010 qu'on a entendu parler un peu plus, parce que la ministre des Ressources naturelles de l'époque, Nathalie Normando, était celle qui pilotait ce dossier-là et en faisait même la promotion. Donc, comme on peut le voir ici, le 5 juin, elle disait « On s'emploie avec l'Association pétrolière et gazière du Québec à développer des outils de communication pour faire tomber un certain nombre de préjugés afin d'exploiter éventuellement une ressource qui pourrait combler nos besoins en gaz pour les 200 prochaines années. » C'est ce qui était annoncé à cette époque-là. Pendant cet été-là, justement, la PGQ a mené des séances de consultation publique qui ont tourné en véritable fiasco. Mais continuons. Au mois d'août, les citoyens, justement, devant la campagne menée par la PGQ qui vraiment, l'association ne répondait pas à leurs questions, ont décidé de commencer à manifester. Vous pouvez reconnaître un peu les pancartes rouges avec lettres jaunes. Donc, la première manifestation a eu lieu à Saint-Bruno-de-Montarville. Il y avait 50 personnes. Et les citoyens demandaient à ce qu'il y ait des éclaircissements sur la question. Et à ce moment-là, le ministre Arcan, qui était le ministre de l'Environnement, et la ministre Normando ont, si on peut dire, dit ben ouais, c'est peut-être le temps d'avoir un bureau d'audience publique qu'on appelle un BAP. Mais le 15 septembre, elle continue toujours de vouloir promouvoir la filière. Elle dit que c'est un choix de société qu'on pourrait faire maintenant, comme on l'a fait il y a 50 ans avec notre hydroélectricité. 50 ans plus tard, il y a une autre filière qui peut voir le jour au Québec, c'est la filière du gaz naturel. Donc, on voit que la manière dont c'était présenté, c'était vraiment, là, ça va changer le Québec. Le premier ministre Charest, en chambre, au mois de septembre, disait que moratoire, il était déjà question d'un moratoire. Il dit non, pas question, on ne mettra pas les freins sur le développement. C'est ce qui a été une parole qui a été dite à l'Assemblée nationale. Le 10 octobre, Mme Normando est invitée à Tout le monde en parle, à l'émission Tout le monde en parle. Et encore là, elle affirme que c'est vraiment, là, c'est l'Eldorado, il faut s'y lancer pour préserver nos systèmes de santé et d'éducation. Il faut faire du cash. Le moyen de faire du cash, c'est avec le gaz naturel. Quelques semaines plus tard, le premier ministre Charest est invité à Tout le monde en parle lui aussi. Pourquoi? Parce qu'évidemment, la grogne citoyenne commençait à prendre forme. Ça se parlait dans toutes les circonscriptions du Québec pratiquement.
Et il a été invité, et puis pendant une quinzaine de minutes, il est interviewé par et il dit qu'on va faire une loi avec les standards les plus élevés au monde. Il dit ça en 3 minutes 40, et il fait évidemment mention d'une future loi sur les hydrocarbures, parce qu'il n'y en avait pas à l'époque. Il y avait une loi sur les mines, tout ce qui concernait le gaz, le pétrole, le charbon, on n'en a pas, mais tout ce qui était hydrocarbures était assujetti à la loi des mines, comme substance non minérale. Donc, il dit, on va faire une loi avec les standards les plus élevés au monde. Il dit ça à 3 minutes 40 de son entretien, et à 5 minutes 50, il dit, on n'est pas des experts dans le gaz de schiste, le gouvernement ne connaît rien là-dedans. Et à 7 minutes, il dit, c'est déjà encadré, et pour l'essentiel et pour l'avenir, cela sera amplement encadré. Comprenne qui pourra, mais ce qu'il semble dire, c'est que déjà, il y a quand même une loi, la loi sur les mines, avec des règlements, parce qu'il y avait déjà un règlement sur le pétrole, le gaz naturel et les réservoirs souterrains, qui existe toujours. Et selon lui, c'était suffisant. Malgré le fait que le gaz naturel qu'on s'apprêtait à extraire au Québec, c'est du gaz qui était issu de la fracturation hydraulique. C'est un tout autre procédé que ce qui se passait à Pointe-du-Lac ou à Saint-Flavien. Le BAP a eu lieu. Un rapport a été produit le 28 février 2011. Un rapport de quand même substantiel de 336 pages. Et la conclusion, c'est que finalement, on manque beaucoup d'informations. Et il faudrait procéder à une évaluation environnementale stratégique. En fait, c'est d'évaluer l'ensemble de la filière, donc d'une manière encore plus approfondie de ce qu'on voit habituellement lors d'un BAP. Les citoyens continuent de s'organiser, continuent de manifester. Ça, c'était peut-être la 15e manifestation, mais c'était la plus grande. À Montréal, à peu près 15 000 personnes au mois de juin 2011. Et ça faisait suite à la marche du moratoire d'une génération qui était partie de Rimouski pour arriver à Montréal cette journée-là. Donc, 15 000 personnes. On peut reconnaître certains coordonnateurs du RDHQ. On peut voir aussi Mme Ouellette, Mme Marois, etc. D'autres, les gens du Parti québécois surtout. Le mouvement continue à prendre de l'ampleur. Évidemment, il y a eu l'épisode du printemps érable avec les carrés rouges, etc. Et Dominique Champagne avait eu l'idée de former sur le Mont-Royal pour le Jour de la Terre une immense main. C'est ce qu'on voit ici. Et tous ceux qui étaient en défaveur du gaz de schiste, on se retrouvait ici, dans le majeur, et surtout à l'extrémité. On était plusieurs représentants opposés au gaz de schiste à ce moment-là. Et pour nous, c'était comme, oui, on va les avoir. Oui, c'est une question déjà? C'est un message dans le majeur en tant que tel, de demander. Non, il n'y avait pas de message. C'est juste, je ne sais pas pourquoi il nous avait mis là. Probablement parce qu'on était au début du cortège. Il a voulu former probablement le majeur en premier lieu. Et comme on était au début du cortège, on était évidemment au niveau de l'extrémité du majeur. Mais l'idée qu'on voyait, c'est que oui, là, les hydrocarbures, là, on a mis ça, là, on était tous ensemble. Il y avait comme un mouvement social qui s'organisait. Et autant on se sentait solidaire des revendications étudiantes, autant les étudiants aussi se disaient oui, ça n'a pas d'allure ce qui se passe avec le gaz de schiste. Malheureusement, il y a eu un épisode que j'appelle, pendant quelques années, on a cru un moratoire sur le gaz de schiste. Je discutais avec des gens, les gens me disaient oui, il y a un moratoire. Moi je disais non, il n'y a pas de moratoire. Quel moratoire, etc. D'où ça origine, c'est pas facile de déterminer d'où ça provenait, ces informations-là, mais déjà, le 23 décembre 2011, Équiterre, dans son bilan de fin d'année, mentionne que la bataille du gaz de schiste, on peut dire, c'est gagné, on a obtenu du gouvernement ce qu'on voulait. C'est ce qui était dit dans ce petit clip qu'on peut retrouver encore sur YouTube. Donc, par après, il y a eu le projet de loi 37, je vais y arriver un peu plus tard, en 2013, mais pendant toute cette période-là, on rencontrait des experts, on rencontrait des hauts fonctionnaires,
des universitaires, des gens de la rue, et tout le monde disait il y a un moratoire sur le gaz de schiste. Nous, on disait non, il n'y a pas de moratoire. S'il y avait eu un moratoire, on l'aurait su. On était aux premières lignes et le mouvement citoyen était en contact avec le gouvernement à cette époque-là. D'ailleurs, 13 mars 2012, le ministère des Ressources naturelles et de la Faune émet des permis d'exploration de gaz et de pétrole. Et là, nous sommes près du lac Mekinac. Vraiment aux abords d'une ZEC, si ce n'est pas carrément dans la ZEC Janotte, en tout cas, il y a une partie qui va toucher la ZEC Janotte. Et déjà, là, moi je le disais, je disais, regardez, ça ne peut pas être un moratoire, il y a des permis d'exploration pour le gaz et le pétrole qui sont émis. Junex, à l'île d'Anticosti, commençait à se préparer pour faire une campagne de forage. Au mois de juillet, Junex était également à Gaspé, dans les terres, pas près de la baie. Donc, le ministère émettait des permis de forage. Sur l'île d'Anticosti, le ministère émettait des permis pour des levées sismiques, parce qu'avant de forer, il faut connaître le sous-sol, de quoi il est constitué. Donc, il faut déboiser, arriver avec des explosifs ou des camions vibrateurs, et puis faire vibrer le sol, interpréter, analyser les signaux et déterminer à quelle profondeur il faudrait forer, éventuellement à l'horizontale. Au mois de juin, même chose en ce qui concerne Petrolia. Ils ont obtenu un permis de forage pour le puits Aldeman 4, celui dont on entend souvent parler. Au mois de mai 2013, le même jour, il y a un règlement sur l'eau qui est proposé par le gouvernement marois, par l'entremise du ministre Yves-François Blanchette, et aussi un projet de loi pour un moratoire sur le gaz de schiste. C'est le projet de loi 37, qui dit qu'il y aura un moratoire jusqu'à l'entrée d'une loi établissant de nouvelles règles pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures. Donc, s'il y a une future loi sur les hydrocarbures, le moratoire est levé. S'il n'y a pas de loi sur les hydrocarbures, le moratoire va tenir 5 ans. Il y avait une clause qu'on appelle crépusculaire. Et le projet de loi 37 touchait surtout la vallée du Saint-Laurent entre Montréal et Québec. On voit ici l'île d'Orléans. Tous les permis qui étaient dans le Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Lac-Saint-Jean n'étaient pas couverts par ce projet de loi. Parce que le gouvernement à l'époque disait ouais, c'est peut-être le gaz de schiste, vaut mieux pas, mais le pétrole, il n'y a pas de problème, même si c'est du pétrole de schiste. Nous, on ne comprenait pas. Pourquoi faire une distinction entre gaz et pétrole? Et en regardant cette carte, on voit bien que la grande majorité de la population, ceux qui finalement élisent les députés, sont surtout concentrés aux abords, évidemment, de Montréal et de Québec. Au mois de mai 2013, Yves-François Blanchette a fait savoir qu'il n'était pas question de freiner les travaux déjà en cours sur l'île d'Anticosti. Donc, c'est comme si, d'une part, il était prêt à ce qu'il y ait un moratoire, mais pas partout. Et puis là, c'était comme, il commençait déjà à avoir un peu de jeu au sein du gouvernement. C'est pas une pause, il faut que je branche ça parce que la batterie est en train de lâcher.